President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union, to deliver his acceptance statement. Your Excellency. Majesté, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers collègues, Messieurs les secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de la Ligue des États arabes, Monsieur le Premier ministre de la Palestine, Monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter tout d'abord, en votre nom à tous et au nom de toute l'Afrique, nos condoléances attristées ainsi que notre profonde compassion au peuple frère de Turquie et de la Syrie, suite aux séismes meurtriers qui ont secoué leur pays, faisant des dizaines de milliers de morts et des dégâts matériels immenses. Je vous demanderai alors, honorable assistance, de bien vouloir vous joindre à nous pour observer une minute de silence en mémoire de nombreux disparus. Merci. Je voudrais ensuite adresser avec beaucoup d'émotion mes très sincères remerciements aux membres du bureau de l'Union africaine qui viennent de faire un grand honneur à mon pays, l'Union des Comores, en lui confiant, et ce pour la première fois de son histoire, les destinées de notre organisation continentale. Je remercie en outre mes chers collègues, frères et sœurs des pays de l'Afrique de l'Est, pour avoir soutenu ma candidature à cette noble fonction, et plus particulièrement mon cher frère, le président William Ruto, qui a eu l'élégance de retirer la candidature de son pays, le Kenya, ce qui permet aujourd'hui l'accession historique de l'Union des Comores à cette noble fonction. J'ai d'autant plus conscience de cet honneur comme un pays, incarnation même d'un État insulaire en développement, n'a accédé que tardivement à l'indépendance, avec une superficie très réduite et une population de moins de 1 million d'habitants, en permettant à l'Union des Comores de diriger le continent africain. Notre organisation vient de prouver au monde sa conviction que tous les pays ont les mêmes droits et jouissent des mêmes libertés. Ainsi, en succédant dans cette enceinte sacrée à mon frère, le président Macky Sall, en qualité de président en exercice de l'Union africaine, c'est avec le poids de la responsabilité continentale sur mes épaules que j'entends assumer à compter d'aujourd'hui les fonctions de président de l'Union africaine en cette 36e session ordinaire. Il ne sera pas facile de lui succéder, mais je ferai de mon mieux pour poursuivre son œuvre. Et entre autres, en privilégiant, comme il a toujours su le faire, le dialogue, l'écoute, le rassemblement, conditions indispensables pour faire de ce mandat celui du succès de notre continent. Et permettez-moi ensuite d'exprimer au nom de toutes les délégations ici présentes notre profonde gratitude aux trois hautes autorités, au premier desquelles mon frère, le Premier ministre Abiy, et au peuple éthiopien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a toujours été réservé dans cette ville capitale d'Addis Abeba, la nouvelle fleur. Cette nouvelle fleur qui a toujours exhalé aux quatre coins du continent et du monde
le parfum de nos ambitions communes pour notre mère patrie, l'Afrique. Excellences, honorable assistance, vous me permettrez de saisir cette opportunité pour saluer la mémoire des pères fondateurs de l'Afrique, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré, Mobito Keïta, Kenneth Kaunda, Sylvain Olympio, entre autres. Certes, les temps ont changé, toutefois, ces modèles idéologiques qui incarnent l'idéal incarnation africaine continuent toujours d'inspirer nos pensées, nos actions et la marche en avant. Dans cet esprit, je voudrais aussi rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué en 1999 à l'élaboration de la déclaration de Sirte qui a jeté les bases d'une Union africaine moderne, visible, lisible et audible, disposant à sa tête d'une autorité morale et politique incarnée par un président en exercice. C'est cette autorité que le président Macky Sall a portée avec dignité et discernement pendant ces 12 derniers mois. Cher Macky, vous avez plaidé inlassablement pour la paix et l'intégration africaine, pour la défense et les intérêts de notre continent, dans la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Vous avez réussi à créer le consensus autour de l'accession de l'Union africaine au rang de membre de plein droit permanent au G20. Merci, cher Macky, pour ce bilan éloquent qui nous honore, qui honore le Sénégal et qui vous honore et continue à honorer le continent africain dans son ensemble. Je remercie également notre cher frère, son Excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail assidu et leur investissement remarquable en faveur de notre organisation. Honorable assistance, le monde et nos pays en particulier traversent aujourd'hui une période trouble, instable, et à bien des égards imprévisible. Alors que nos pays sortaient à peine de la plus grave crise sanitaire qu'a connue le monde, la Covid-19, ils subissent de plein fouet les conséquences de cette nouvelle crise russo-ukrainienne. Durant l'année 2022, la croissance n'a pas dépassé les 3%, alors que les taux de natalité, notamment en Afrique, demeurent très élevés, absorbant sans trêve les efforts consentis par les États en matière sociale et infrastructurelle. 22 États africains sont aujourd'hui, selon la Banque mondiale, en situation de détresse au regard de leurs dettes et concentrent une part notable des 1071 milliards de dollars de dette extérieure du continent. Pour une viabilité de la dette africaine, nous exhortons la mise en place d'un cadre commun de règlement de cette dette qui sera plus inclusif et intégrant les créanciers bi- et multilatéraux et aussi les créanciers privés avec un soutien renforcé du Fonds monétaire international. Et nous saluons dans ce sens le rôle important qu'a joué la directrice générale du FMI, Mme Kristalina, qui ces dernières années a soutenu les pays africains, notamment en matière de gestion et de restructuration de la dette, mais aussi de coordination entre les créanciers bilatéraux à travers l'initiative de suspension du service de la dette et le cadre commun. Nous plaidons pour une annulation totale de la dette africaine, pour permettre une relance de l'économie post-Covid et nous permettre de faire face aux impacts négatifs de la crise en Ukraine. Cette crise complexe, économique et multiforme, génère aussi une insécurité alimentaire très préoccupante. Par son acuité, elle menace de renvoyer notre continent à des scénarios de malnutrition et de famine d'une ampleur inégalée
depuis le début de ce siècle. Si l'on y rajoute les insuffisances de notre capital humain, à commencer par l'éducation et la formation des jeunes, la santé, mais aussi l'accès à l'eau et à l'électricité, l'Afrique risque de voir remise en cause ses principales avancées depuis 2 décennies. Les remèdes ne sont pas simples. Ils nécessitent des politiques concertées au niveau national, régional, continental, pour créer le mouvement vertueux qui nous permettra de sortir de l'ornière. Si la guerre s'est à nouveau invitée sur le territoire européen, l'ombre de ce conflit fratricide risque de ruiner et de déstabiliser notre continent. Et face à cette situation critique, et comme nous l'avons fait en pleine crise sanitaire Covid, la solidarité doit toujours prévaloir. J'invite alors nos partenaires européens à mobiliser massivement le fonds de partenariat de 150 milliards d'euros mis en place lors du sommet Union européenne-Union africaine de février 2022 pour appuyer notre continent. Et j'entends d'ailleurs porter incessamment ces demandes légitimes auprès du président du Conseil européen qui a toujours affiché son attachement au développement de notre continent. Mesdames et Messieurs, honorables assistance, dans le cadre de responsabilités que vous venez de me confier, j'entends sur les questions très importantes auxquelles fait face notre continent me fixer une mission essentielle qui constitue d'ailleurs le thème de l'année, à savoir l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous plaçons collectivement beaucoup d'espoir dans cette ZLECAf que notre organisation a lancée en 2021 et qui peut apporter des solutions idoines à nos problèmes. D'ailleurs, grâce à l'impulsion finale du sommet de l'Union africaine sur la diversification économique en Afrique et du sommet extraordinaire sur la zone de libre-échange du 25 novembre dernier à Niamey, cette zone de libre-échange est désormais mise en place et ratifiée par 46 pays africains et j'encourage le reste de mes pairs à bien vouloir la ratifier également. Il appartient donc à chacun de nos États signataires de se créer à son tour les conditions normales pour que cet outil exceptionnel serve réellement le levier au commerce intra-africain et à son développement. Celui-ci demeure très insuffisant, à hauteur de 17% des échanges continentaux, tout comme la part de l'Afrique dans le commerce mondial qui stagne à 4%. Sur cet engagement au réalisme de tout, la zone de libre-échange serait condamnée à rejoindre la longue liste des occasions malheureusement manquées. Cela, nous ne pouvons pas nous le permettre, car nos peuples et nos entreprises attendent avec impatience la concrétisation de l'agenda 2063. Honorable assistance, nous devons, comme vous l'avez confié, accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Néanmoins, je pense qu'il y a 3 éléments que nous devons nous y attacher pour accompagner cette mission. La paix et la sécurité, le problème climatique et l'autosuffisance africaine. Nous devons en effet accorder une grande importance à la paix et à la sécurité et surtout chercher à les consolider par la prévention et la négociation. Notre continent compte trop de nombreux conflits internes. Ceux-ci ont entaché la confiance dans la capacité des institutions continentales à les prévenir, à y mettre fin, avec les conséquences qui en découlent. Le bilan estimatif de ce conflit interne atteint depuis les indépendances un chiffre exorbitant.
Aujourd'hui, 36 millions de migrants africains qui constituent 40% des personnes déplacées dans le monde. Au-delà de la tragédie que constitue pour chaque exilé la perte de sa famille, de ses biens, l'ampleur du phénomène représente un défi colossal pour nos pays, défi logistique, sanitaire, éducatif, financier, mais aussi défi en termes de sécurité. Nous savons en effet que c'est la détresse humaine, que naissent l'amertume et le désespoir, qui constituent à leur tour l'un des terreaux des fléaux meurtriers, en particulier le terrorisme. À cet effet, j'entends appuyer, autant qu'il me sera possible, les efforts entrepris par le Conseil de paix et de sécurité en faveur de la prévention des conflits et en appui au processus d'interposition des forces panafricaines et des DER sur le terrain. Et à cette occasion encore, je tiens à saluer mon frère Abiy, les efforts qu'il a faits, et c'est un bel exemple à nous pour nous en tirer. J'entends aussi contribuer et faire en sorte que l'Union africaine soit un acteur engagé au service d'un multilatéralisme pour la paix. Mais parce que le multilatéralisme repose aussi sur le principe de l'équité, je me ferai aussi le relais du plus de milliards d'Africains que nous sommes pour plaider inlassablement en faveur du droit de notre continent à siéger de façon permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous rassurer, Monsieur le Premier ministre de la Palestine, que le problème de la Palestine et d'Israël, nous en ferons notre priorité pour que ces deux États puissent vivre en paix, côte à côte, mais avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Nous devons également nous atteler avec plus d'énergie à la question climatique. En effet, bien que l'Afrique ne soit responsable que de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le changement climatique affecte de façon de plus en plus visible la vie de notre continent. Il imprime notamment sa marque dans de nombreux conflits liés aux ressources naturelles. Sur cette question éminemment stratégique du climat, l'Union africaine devra donc continuer de faire entendre sa voix dans le concert des nations, comme elle l'a fait avec succès à la COP27, grâce à notre champion, le président Macky Sall. Notre continent doit aussi se préparer à la prochaine COP qui aura lieu aux Émirats Unis, pour qu'on ait un projet conséquent à proposer, à défendre, pour effectivement essayer de protéger le continent africain et bien sûr les États insulaires de l'Afrique par rapport à ces problématiques du climat. Et je saisis l'occasion qui m'est donnée pour rendre un hommage mérité au parcours historique exceptionnel des États insulaires de développement dont mon pays fait partie, car grâce au plaidoyer de ces États et des organisations régionales du continent, l'Afrique s'est souvenue aussi qu'elle avait 26 000 kilomètres de littoral. Elle a réalisé l'importance de sa contribution à notre sécurité, à notre souveraineté alimentaire, et elle a pris conscience que l'économie bleue de l'Afrique devrait générer des dizaines, voire même des centaines de dollars d'ici 2030 et représenter ainsi une part considérable du PIB continental. Lors de la prochaine conférence des Nations Unies, qui sera consacrée à la fin de cette année à la Grande Muraille Bleue, l'Afrique devra donc présenter, par la voie de notre organisation, un front uni et des propositions concrètes dans ce domaine essentiel pour l'avenir de nos peuples. Et en tant que président de l'Union africaine, j'entends être à la pointe de ce combat. Il faut reconnaître aussi que si ce combat est appuyé par l'utilisation à bon escient du numérique, qui est incontournable dans tous les domaines, dans tous les métiers, même les plus traditionnels, il intensifiera notre capacité à relever davantage la croissance
par le bien-être de nos populations. Nous devons enfin veiller à promouvoir l'autosuffisance de notre continent. Il n'est pas normal que l'Afrique soit largement tributaire des importations extérieures en dépit de toutes les richesses naturelles et humaines dont elle regorge. Notre continent peut et doit se donner les moyens de produire suffisamment et de pouvoir transformer et stocker ces produits afin de se préparer aux statistiques qui nous disent que l'Afrique pourrait devenir incessamment le premier marché du monde. Donc, stocker, produire et stocker, consommer avant d'exporter. À l'instar de la Covid, la crise russo-ukrainienne a montré la nécessité pour nos pays de sortir du cycle de la dépendance en prenant à bras-le-corps la question de la promotion et de la production alimentaire et surtout en allant dans le sens de la déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience. Il est temps de multiplier les négociations avec les organisations concernées, et notamment la Banque africaine de développement, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le secteur agricole en Afrique afin d'obtenir les semences et les intrants à cette production, mais aussi renforcer les capacités de nos pays dans ce domaine important qui est l'agricole. Permettez-moi de saluer ici le travail exceptionnel que notre frère, le président Adesina, a toujours accompli dans ce sens-là. Mais il faut aussi et surtout intéresser nos jeunes aux métiers et plus particulièrement ceux de l'agriculture, qui ont un très grand potentiel et qui permettront à nos pays de sortir de la pauvreté, de la famine, de la malnutrition et de la dépendance. Il est en effet essentiel de former et occuper ces jeunes afin de les empêcher de devenir les otages des extrémistes de tous bords qui menacent la paix et la stabilité dans nos pays à travers des actions terroristes. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique fait face à des défis immenses. Nous serons dans quelques années 3 milliards d'habitants sur ce continent qui n'en comptait pas encore un seul milliard en l'an 2000. C'est à nous qu'il incombe de tracer les perspectives et d'apporter les réponses pour que l'Afrique de demain soit une Afrique prospère et porteuse d'espoir. Agissons alors pour l'épanouissement et le renforcement des droits des femmes, qui comptent parmi les responsables d'aujourd'hui et de l'Afrique de demain. Des femmes qui donnent la vie, assurent au quotidien l'éducation des enfants, la transmission des valeurs culturelles et familiales et occupent une place toujours plus grande dans les créations de richesses sur notre continent. Des femmes qui méritent que nous nous impliquions davantage dans les efforts que de prendre l'organisation en vue de leur égalité de droits avec les hommes, mais aussi de leur autonomisation pour plus de développement sur notre continent, d'où l'importance de coordonner nos actions dans ce sens et notamment l'harmonisation de nos politiques sur le genre. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux manquer de rendre hommage à l'engagement de nos collègues champions, qui portent à cœur la cause africaine en veillant à l'aboutissement des hautes missions que nous leur apportons, que nous avons données tous ensemble, confiées. Je vous demande de leur applaudir. Au moment de conclure mon allocution, je vais vous assurer que la défense et la promotion des intérêts de notre continent sera tout au long du mandat qui m'échoit au cœur de mes préoccupations. Et avec le soutien des membres de notre bureau et celui de vous tous, Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne doute pas que nous parviendrons ensemble à écrire une nouvelle page de l'histoire de notre nation. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, vive la solidarité internationale. Je vous remercie.